Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Options Région. Aujourd'hui, on parle entre autres de mes trouvailles sur le web. On va parler de la Charte européenne de l'autonomie locale, on va parler de POT, on va parler également de guillotine. Bon. Et on aura bien sûr une petite chose qui m'achale et deux entrevues, une avec Roméo Bouchard et une avec Alain Bergeron. On commence avec l'actualité. Bon, tout d'abord, comme bien d'autres, je passe beaucoup de temps sur le web, sur Wikipédia, à chercher toutes sortes de choses, puis il y a beaucoup de stock là-dessus, comme on dit. Dernièrement, j'ai mis la main sur des articles concernant la Charte européenne de l'autonomie locale. Bon, comme on dit, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, c'est une charte qui est adoptée dans tous les pays européens, qui définit comment est-ce que l'administration publique se fait. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local, qu'est-ce qu'on doit faire, puis aussi, c'est que ça met de l'avant un principe qu'on appelle la subsidiarité. Cette charte-là encadre tout ce qui s'appelle administration locale et c'est reconnu à l'intérieur de ce qu'on appelle le droit national, puis c'est protégé par la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a comme des garanties pour pouvoir bien gérer nos municipalités, les municipalités en Europe. Bon. Vous allez, peut-être certains vont me dire, est-ce qu'on a besoin de ça pour gérer une ville ou un village? Bien sûr que non, ce n'est pas obligatoire, mais on pourrait dire que dans une société parfaite, on n'aurait pas besoin de loi, pas besoin de charte, mais comme la société n'est pas parfaite, bien parfois, ça peut grandement aider à bien se gérer. Qu'est-ce que cette charte-là comprend? Elle garantit le principe de la subsidiarité. Qu'est-ce que c'est le principe de la subsidiarité? C'est le principe que tout ce qu'on pourrait faire au niveau local, on devrait le faire. Autrement dit, c'est qu'au lieu d'être comme dans la société d'aujourd'hui, que les grands gouvernements, là, au Québec, là, Ottawa, Québec, ramassent tout ce qu'ils peuvent, puis ce qu'ils n'aiment pas, ils envoient ça aux municipalités, bien là, avec le principe de la subsidiarité, c'est l'inverse. On dit qu'on devrait essayer de rapprocher le plus possible de pouvoir de la base au niveau local, parce que c'est là que les gens vivent, puis c'est là que ça devrait être le plus efficace. Et s'il y a quelque chose qu'on n'est pas capable de bien faire au niveau local, là, on peut l'envoyer au niveau provincial ou au niveau national. Puis à ce moment-là, c'est l'inverse d'aujourd'hui, alors qu'on est dans un système de décentralisation. Le principe de la subsidiarité, c'est la décentralisation maximum. Bon. Est-ce que c'est bon, la décentralisation maximum? Bien, d'abord, c'est clair, à partir du moment où on rapproche le pouvoir des citoyens, à mon avis, c'est pas mauvais. En plus, aussi, les citoyens sont capables de pouvoir, on pourrait dire, rencontrer leurs policiers. Ils les rencontrent à l'épicerie, etc., dans un poste d'essence, sur la rue. Bien, je pense que cette proximité-là, c'est bon pour la démocratie. Puis, en plus, dans une étude que j'avais lue il y a quelques années, on disait que les pays qui étaient les plus décentralisés, comme la Suisse, sont ceux qui ont les meilleures économies. Il y a plus de chances qu'on se développe si on est en contrôle de notre économie, de notre politique, de notre social, de notre environnement, que si on est dépendant des autres. Quand on est dépendant, ça ne peut pas mener au développement. La dépendance, ce n'est pas un outil de développement. Moi, je poursuis dans cette veine-là en disant, rapprochons le pouvoir des citoyens, décentralisons, et à ce moment-là, le Québec va mieux se développer. On passe maintenant à un autre sujet, le pot. Bon, tout le monde sait qu'on va bientôt légaliser le pot. Qu'on soit en faveur ou qu'on soit contre, il y a une réalité bien terre à terre, c'est que les drogues, qu'elles soient légales ou illégales, sont là pour rester. Il y avait une certaine hypocrisie dans l'histoire de l'illégalité du pot. Parce qu'entre autres, on a des drogues légales, comme la boisson, les cigarettes, les médicaments, qui, eux autres, entre autres, ont causé beaucoup de problèmes de toutes sortes, là, beaucoup plus que le pot, entre autres, parce que tout le monde connaît des gens qui ont des problèmes de boisson, mais combien est-ce qu'il y en a qui connaissent des gens qui ont des problèmes de pot? Il y en a probablement beaucoup moins. Fait que là, arrêtons d'être hypocrites, puis arrangeons-nous pour être capable d'avoir un contrôle là-dessus. Sincèrement, j'aime beaucoup mieux que ce soit l'État qui s'en occupe que ce soit la mafia. La mafia, ce n'est pas une garantie là, de bon développement, ni économique, ni social, là. C'est la pire des solutions. Aussi, c'est que pendant longtemps, il y a beaucoup de pays qui ont mis toutes sortes de ressources humaines et financières pour essayer d'arrêter les drogues illégales. Ça n'a pas marché. On avait essayé ça dans le temps de la boisson, dans le temps de la prohibition, ça n'a pas marché. Et finalement, c'est que là, avec le pot, c'est pas mieux. Je veux dire, ça ne marchera pas, ça n'a pas marché, puis ça ne marchera pas. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'arrêter ça? Bien, c'est entre autres parce que ces produits-là, comme le pot, ça produit un certain plaisir. S'il n'y avait pas de plaisir de lier à ça, il n'y a pas grand monde qui en prendrait. Faire l'autruche, comme je disais, puis de se mettre la tête dans le sable puis laisser ça à la mafia, c'est probablement la pire des solutions. Parce que
l'État va pouvoir mieux faire. Est-ce que ça va être parfait? Bien sûr que non. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Probablement. Mais c'est une meilleure garantie. En tout cas, à tout le moins, on peut changer ça. C'est public. Alors que la mafia, on ne le sait pas. Ce qui va arriver, c'est que là, le principe est adopté, mais comme on dit, le diable est dans les détails. Là, il y a toutes sortes d'affaires là, sur lesquelles on peut se poser des questions. Il y a des zones d'ombre, comme on pourrait dire. Parmi celles-là, c'est qu'on peut se demander, bon, d'abord, qui va produire le pot? Qui va le distribuer? Qui va récupérer l'argent qui va avec? Et ça, il y a encore beaucoup là, d'éléments là, qui sont à bonifier, comme on pourrait dire. Si on commence par la production, c'est le gouvernement fédéral qui donne les permis pour pouvoir produire. Jusqu'à maintenant, c'est très compliqué d'avoir des permis, c'est lourd, c'est très difficile. Puis on s'aperçoit qu'il y en a qui semblent avoir été favorisés parce que si on regarde, par exemple, en date du 20 novembre 2017, il y avait 74 permis qui avaient été accordés par le gouvernement fédéral. De ça, il y en avait 41 qui avaient été accordés en Ontario. Ça veut dire 55 des permis étaient en Ontario. Pourtant, il y a 10 provinces. Il y en avait 17 en Colombie-Britannique, ça veut dire 23 Puis il y en avait 2 au Québec. Moins de 3 des permis sont au Québec. Bon, est-ce que ça veut dire que nous autres, on ne fume pas? Non, on doit fumer probablement la même affaire qu'ailleurs. Mais là, il y a comme une disproportion. Puis ça, c'était pour les producteurs de pot médicinal. Mais on peut penser que ceux qui produisent le pot médicinal, ils vont vouloir faire du pot légal aussi pour toutes sortes de raisons. Beaucoup d'argent à faire là-dedans. Fait que là, est-ce que ça veut dire que les consommateurs du Québec vont fumer le pot de l'Ontario? Est-ce que les emplois qui seront créés à cette production seront également en Ontario? Si c'est le cas, ça ne marche pas. Il faut que dans chaque province et même dans chaque région, que chacun ait une part des retombées positives. Parce que là, si on a juste les retombées négatives, ça ne peut pas fonctionner. Bon, c'est clair. Puis, semble-t-il que ça pourrait changer parce que là, la ministre de la Santé au niveau du Canada s'est aperçue qu'il commençait à y avoir du monde qui n'était pas content de ça. Là. Fait que là, semble-t-il qu'il va y avoir des nouveaux permis plus faciles à obtenir. Bon, on n'a pas encore de détails, là, mais en tout cas, on semble avoir compris qu'il y a un problème. C'est le début, en tout cas, d'une solution. D'autre part, présentement, on voit que la plupart des entreprises qui ont des permis, c'est des entreprises privées. Bon, je n'ai rien contre l'entreprise privée, mais ce que je me demande, c'est pourquoi on n'a pas favorisé davantage des entreprises sans but lucratif ou des coopératives. Pourquoi est-ce que finalement, on va donner un cadeau à des entreprises privées qui ont des bonnes chances de faire beaucoup d'argent parce que le nombre de permis va être limité? Fait que finalement, à partir du moment où tu as le permis, tu as le jackpot. Bien, moi, je pense que quand il y a de l'argent à faire, il devrait peut-être aussi en donner aux entreprises sans but lucratif puis aux coopératives. Ça reviendrait à plus de monde. Deuxième volet, la distribution. Bon, la distribution, c'est les provinces qui s'occupent de ça. Au Québec, le gouvernement a annoncé que ce sera une entreprise gouvernementale associée à la SAQ, à la SAQ, là, la Société des alcools du Québec, mais que ce serait quand même, là, tout en étant associé, ça serait une entité distincte. Bon, je suis content de ça. J'aime mieux que ce soit l'État qui s'en occupe parce que, comme on dit, il y a comme un monopole là-dedans. Mais ça, cet aspect-là, c'est bien. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que les centres de distribution, il va y en avoir une quinzaine en commençant au Québec. Une quinzaine qui va être dans les grandes villes. Ça veut dire que la plupart des municipalités au Québec, bien, ils n'auront pas de centre de distribution. Ils vont être obligés de faire venir ça des grandes villes. Et ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que les gens, parce qu'il va y en avoir un peu partout, les gens, ils vont fumer localement, mais produire des jobs centralement. Je pense qu'il faut trouver le moyen de faire en sorte que les petites municipalités, comme les grandes, puissent avoir une certaine retombée positive par rapport à soit aux emplois ou à l'argent qui est fait avec ça, parce que ça va provenir d'un peu partout. Bien, il faut qu'un peu partout, il y ait aussi des retombées. La question du partage des profits maintenant. Ottawa a dit au gouvernement des provinces de dire, bien, on va partager 50-50. Les provinces ne sont pas contentes de ça, puis c'est normal parce que la majorité des coûts ne seront pas pour le gouvernement fédéral, ça va être pour le gouvernement provincial. Entre autres, les campagnes de prévention, d'éducation, etc. Ça, c'est le gouvernement provincial qui va s'occuper de ça. Fait que c'est normal qu'il y en ait plus. Mais il y a aussi les municipalités et les communautés autochtones qui disent « Hey, nous autres, là, qu'est-ce qu'on va avoir? » Présentement, il n'y a rien de prévu pour les municipalités et les communautés autochtones. On ne peut pas accepter ça parce qu'il ne faut pas oublier que le monde qui vont fumer, ils ne fumeront pas au Canada, ils ne fumeront pas au Québec, ils vont fumer dans des villes, des villages, des communautés autochtones. Et c'est là que ça va avoir des dommages parce que veut pas, ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de dommages, de problèmes de toutes sortes. Bien, il faut qu'on reconnaisse
que les municipalités, les communautés autochtones doivent recevoir une partie des profits qui vont être générés par ça, parce que c'est eux autres, en dernière ligne, là, qui vont avoir le plus de problèmes. Je dirais qu'on sous-estime les réalités qui devront être assumées par les municipalités et les communautés autochtones. Puis c'est une raison de plus pour qu'on reconnaisse que, dans le fond, là, c'est que c'est localement que se passe à la fois la vie économique, la vie sociale, environnementale, culturelle. C'est que là, c'est dans les communautés que se passe la vraie vie. On passe maintenant à la guillotine du Web. Mathieu Bock-Côté, dans le Journal du Québec et de Montréal du 16 octobre, nous rappelle que les révolutions savent très bien commencer. Au début, ça va bien, mais que rapidement, ils ne savent pas comment s'arrêter, puis là, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Puis entre autres, on peut prendre l'exemple de la Révolution française ou de la Révolution russe. Qu'est-ce qui s'est passé avant ces révolutions-là? C'est qu'on avait des élites pourries qui vivaient dans des conditions, on pourrait dire, de richesse extrême, et pendant ce temps-là, le peuple crevait de faim. Et c'est normal qu'il y ait eu des révolutions parce que ça n'avait aucun sens d'avoir une minorité qui ramassait à peu près tout ce qu'il y avait de bien puis que les autres crevaient de faim. Qu'est-ce qui s'est passé avec les révolutions? C'est qu'on a liquidé les élites pourries, mais là, on a mis en place des nouvelles personnes qui, eux autres, disaient qu'ils allaient mettre en place un système parfait qui allait amener le bonheur total pour tous. Mais là, c'était un petit peu plus compliqué qu'ils pensaient. Puis là, quand ils voyaient des gens qui commençaient à poser des questions, « Moi, mais je ne suis pas sûr, moi, qu'on devrait faire ça », bien, les nouveaux chefs de la Révolution les éliminaient. Puis, entre autres, on a même inventé des nouveaux moyens pour les éliminer, dont la guillotine. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a coupé des centaines et des milliers de têtes, puis finalement, là, on a tellement coupé que même ceux qui avaient fait couper la tête de leur ami ont fini par faire couper la sienne à la fin de la Révolution française. Où je veux en venir, c'est que sur le Web, présentement, il y a une possibilité de donner une guillotine à chacune des personnes qui existent. Oui, il y a des bonnes affaires sur le Web. Oui, c'est plaisant, c'est intéressant. Mais le Web, c'est un peu, mettons, comme un couteau. Un couteau, là, ça peut servir à faire une superbe sculpture, une bonne beurrée de sirop, ou ça peut servir à tuer quelqu'un. Bien, le Web, là, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, le citoyen qui devrait respecter certaines règles liées, entre autres, à des institutions pour garantir une saine démocratie, bien, il n'est plus obligé, puis il peut s'en soustraire facilement, puis il peut se cacher derrière un nom là, symbolique, là, je ne sais pas, moi, Tracteur 424, là, c'est ça qu'il va signer sur ses courriels, ou en tout cas, ou ses attaques de toutes sortes. Et on dirait que le citoyen, il n'est plus membre de la société, il est juste membre de lui-même. C'est que le citoyen, aujourd'hui, avec le Web, avec les médias sociaux, il est rendu à la fois journaliste, juge, roi et même Dieu. Bien, lorsqu'on est rendu à ce niveau-là dans une société, je pense qu'il faut se questionner sur les outils qui sont mis à notre disposition. Autant le Web, ça peut produire du bien, autant ça peut devenir très négatif et même dangereux. Lorsqu'un individu, dans son sous-sol, dans l'anonymat, peut s'adresser à la planète entière puis de lancer n'importe quelle attaque, bien, il s'agit d'une véritable révolution dont on ne mesure pas tous les dangers et toutes les possibilités et les atrocités qui peuvent en arriver. S'il y a une web révolution avec l'apparition des médias sociaux, il faudra qu'il y ait une web révolution aussi de la justice pour en tenir compte. Étant plus jeune, nos parents disaient qu'il faut éviter de se faire justice soi-même. Bon. Aujourd'hui, alors que chacun a le pouvoir d'utiliser une guillotine personnelle, ce conseil m'apparaît d'autant plus important si on ne veut pas revenir à la loi de la jungle. On passe maintenant à une entrevue avec Alain Bergeron. Alain Bergeron, c'est l'initiateur de l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Bonjour Alain, ça va bien? Bonjour Denis. Bon, Alain, être avec vous ce matin. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'Alliance pour la constituante citoyenne du Québec et à quoi ça sert et comment ça devrait marcher? L'Alliance pour une constituante citoyenne, c'est un mouvement de citoyens à travers le Québec où des gens se sont mobilisés pour préparer et provoquer la convocation d'une assemblée constituante citoyenne pour permettre au peuple d'exercer sa souveraineté et reprendre en main les guides de son avenir collectif. Alors, grosso modo, là, c'est vraiment des citoyens qui s'engagent dans un processus visant à faire en sorte que soit convoquée au Québec une assemblée constituante. Vraiment citoyenne et totalement libre dans ses délibérations. Et l'objectif de ça, c'est que le Québec se dote d'une véritable constitution, ce qu'on n'a pas encore présentement.
Oui, tout à fait, une constitution citoyenne sans présomption de résultat quant au statut politique du Québec et sans non plus être attaché à des lois fondamentales qui ont été imposées au peuple, que ce soit en 1867 ou en 1982. Alors, le peuple délibère librement sur tous les sujets dont il peut débattre par son Assemblée constituante et une fois que le résultat, une fois que ces travaux sont réalisés, le peuple doit entériner cette constitution-là qui deviendrait l'assise de la loi fondamentale du peuple québécois. C'est-à-dire qu'à la fin du Alors, processus, il y aurait un référendum qui serait mis en place pour que les citoyens puissent vraiment adopter leur loi la plus importante au Québec. Tout à fait. OK. Pour pouvoir réussir à parler à beaucoup de gens, pour pouvoir finalement mettre en branle le processus de constituante, c'est très difficile que les gens se rendent compte tenu que le Québec est très grand, c'est pas possible de demander aux gens de se réunir régulièrement dans différents endroits. Je sais que vous utilisez un logiciel de communication qui permet de discuter entre vous. Et je voudrais savoir, c'est quoi ce logiciel-là? Tu m'as dit que ça s'appelait Mumble. C'est quoi vraiment ce logiciel-là et comment ça fonctionne? Alors, il y a deux facteurs qu'on a tenus en compte. Premièrement, quand on se rencontrait, il y avait tout l'aspect de l'organisation. Alors, on a développé un mode de fonctionnement qui est différent du Code Morin, qui vont dans le sens des cercles de parole où vraiment on invite les gens à pouvoir s'exprimer sans peur sur tous les sujets qu'ils veulent débattre. Et dans un deuxième temps, considérant que c'était difficile d'amener les gens dans un même endroit, les horaires et tout ce que ça comporte là, au niveau de la difficulté des déplacements, on a développé cet outil-là qui nous permet en 2 clics de se rassembler dans des salles où on peut discuter ensemble des différents sujets là, qui pourraient être intégrés dans une constitution citoyenne au Québec. Alors, ça s'appelle Mumble, c'est un logiciel libre d'exploitation qui est totalement sécuritaire et qui permet aux gens, comme je vous disais, là, une fois que les gens ont installé le logiciel, en simplement cliquer 2 fois, là, on se retrouve tout le monde ensemble dans une salle et le système fonctionne merveilleusement bien. C'est un peu un genre de Skype, mais on n'a pas l'image, donc ça permet là, vraiment d'avoir des communications très adéquates. Ça veut dire que dans le fond, tu disais c'est comme un Skype, mais il n'y a pas d'image. C'est comme une conférence téléphonique et le son est quand même très bon parce que je l'ai essayé avec toi. Là, il y a un très bon son. Mais ça, ce logiciel-là qui permet à des gens de se réunir là, puis de parler ensemble, est-ce que c'est facile à installer? Est-ce que les gens qui sont bons au niveau technologique, là, est-ce que s'ils font Mumble sur Google ou sur d'autres logiciels de recherche, est-ce qu'ils sont capables de l'installer eux-mêmes? Oui, c'est sûr que pour des gens comme nous qui n'ont pas développé une facilité au niveau de l'utilisation, ça devient un peu compliqué, là, ceux qui ont moins de cheveux, mais les jeunes, de façon générale, sont capables de l'installer simplement en passant par notre site Internet, qui est constituantecitoyenne.québec. Sous l'onglet Discutoire, il y a la procédure d'installation qui est relativement simple. Maintenant, nous, on offre, là, si besoin est, la possibilité d'accompagner des gens. Juste avant que vous me rejoigniez ce matin, justement, j'ai quelqu'un qui venait de m'appeler là, pour que je puisse l'accompagner à installer le logiciel. Une fois qu'il est installé, ben, c'est comme aller sur Facebook ou aller sur n'importe quel logiciel sur notre ordi. Là, c'est vraiment, vraiment simple d'utilisation. OK. Ça veut dire que les gens peuvent se rendre sur le site constituante citoyenne du Québec, puis à ce moment-là, ils vont être capables d'avoir toutes les informations. Puis sinon, il y a quelqu'un qui va pouvoir les aider. Oui, nous, on offre un service d'accompagnement si jamais les gens en ont besoin, en écrivant à cercle de parole avec un S, cercle avec un S, de parole, @gmail.com. Et il y a quelqu'un qui charge là, de rappeler les gens pour les accompagner s'ils ont besoin d'accompagnement pour l'installation. Ce logiciel-là est gratuit, encore une fois, il est très sécuritaire et une fois qu'on l'a essayé, les gens, de façon générale, sont emballés par l'efficacité du système et ça nous permet, on utilise aussi
un logiciel de rédaction collaborative qui s'appelle Framapad. Et quand on tient des rencontres, des cercles de parole, les gens peuvent, tout le monde qui participe à la réunion, peuvent écrire simultanément dans le texte qui est proposé. Alors, ça permet là, d'éviter d'envoyer des textes et tout le monde peut participer en même temps à la rédaction là, des articles ou des sujets sur lesquels ils discutent. OK, bien merci. Alain, en terminant, est-ce que tu aurais un coup de cœur à nous mentionner? Oui, ben en fait, nous ici, dans le Val-Saint-François, là, à Windsor, je voulais vous parler d'une petite OBNL qui s'appelle La Poudrière, qui est un ancien site où on faisait de la poudre à canon. Ça a été construit, là, je pense, au 18e siècle. Et on a aménagé, les gens ont aménagé des sentiers pédestres où l'été, on peut aller faire une marche en forêt avec nos enfants. C'est vraiment un site enchanteur. Et l'hiver, il y a possibilité de faire de la raquette et du ski de fond. Bien, merci beaucoup, Alain. Très intéressant. Puis je pense qu'il y a des nouveaux outils de communication, puis il faut qu'on s'en serve. C'est comme ça qu'on va continuer de bâtir la démocratie. Au plaisir. Bonjour Roméo, tu as vu le film de Marc Séguin intitulé L'agriculture et son état. Qu'est-ce que tu as pensé du film et qu'est-ce qu'on devrait en retenir selon toi? Ah ben c'est très heureux qu'une personne comme Marc Séguin, qui est très respecté comme artiste, comme intellectuel, se soit intéressé à la question de l'agriculture aujourd'hui. Et il le fait il le fait bien, il le fait en racontant, en donnant la parole à des jeunes, à des nouvelles expériences qui sont en train de créer un nouveau type d'agriculture écologique, responsable, beaucoup de proximité aussi, axée vers l'autosuffisance alimentaire des communautés. C'est un travail très positif qu'il a voulu faire. J'ai eu l'occasion de voir un certain échange à propos du film parce que même si dans le film, il met bien en évidence qu'il y a quelque chose qui bloque cette innovation-là, que les structures, les politiques en place actuellement sont très contraignantes et souvent bloquent et rendent extrêmement difficile le développement libre de ces expériences. Pas autant pour l'agriculture urbaine, où il se fait des choses de plus en plus importantes en ville que dans les campagnes, et même dans des expériences comme celle de Breton, où certains règlements d'environnement sont stupides. Tu sais, par exemple, on ne peut pas que quand on met des animaux dans un... Il faut que ça soit acceptable comme ça. Il faut que il y ait de l'herbe partout. C'est sûr que quand on envoie 500 porcs dans un enclos dehors, au bout de 2 jours, il en reste beaucoup d'herbe. Hein. Alors, seulement le point sur lequel je m'interroge, c'est qu'il a voulu faire un film qui était rassembleur, donc il a évité, à tort ou à raison, moi je pense que c'est peut-être à tort, de poser le problème politique. C'est-à-dire le blocage, il vient de quelque part, et on le sait, et il le sait très bien lui aussi d'où ça vient. Maintenant, pour éviter de braquer le débat, puis de faire des débats qui détournent un peu l'attention, il s'en est tenu à quelque chose de plus rassembleur. Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, il faut attaquer le problème sur le plan des politiques agricoles. Parce que si on ne le fait pas, les politiques agricoles actuellement sont contrôlées par les multinationales agroalimentaires, par le monopole de l'UPA, et les expériences d'innovation dont il fait état dans le film risquent de devenir toujours marginales. C'est évident que
tant qu'on ne s'attaque pas aux politiques collectives, on reste alternatif. Mais, Roméo, malgré le fait que tu as des réserves, est-ce que tu nous recommandes de voir le film de Marc Séguin, L'agriculture et son état? C'est un film tout à fait qu'il faut voir, puis qui est extrêmement encourageant, tu sais, qui stimule tous ces jeunes-là en particulier qui veulent se lancer dans une agriculture nouvelle, qui est l'agriculture de l'avenir. D'ailleurs, ça aussi le montre bien, que l'agriculture traditionnelle, productiviste actuellement, a du plomb dans l'aile et n'est pas l'agriculture de l'avenir. Elle est en train de détruire sa propre base, qui sont les sols, l'eau, etc. Tu sais. Donc, c'est l'agriculture de l'avenir et il faut vraiment pousser dans ce sens. Bien, merci beaucoup, Roméo. On passe maintenant aux petites choses qui m'achalent. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais régulièrement, lorsque je veux me détendre et regarder la télévision sans trop de problèmes, comme on dit, il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur les programmations. J'en reviens pas qu'il y ait un si grand nombre de canals, de postes de télévision, puis si peu d'émissions intéressantes. Lorsque j'étais jeune, il y avait juste un poste de télévision. Puis il me semble que c'était mieux. Je ne dis pas que c'était parfait, mais il me semble que la qualité était meilleure de chacune des émissions. Bon, probablement qu'avec la multiplication des canaux, c'est sûr qu'il y a une répartition de la publicité, puis ils ont moins de budget à faire chacune des émissions. Mais là, c'est rendu qu'on fait des émissions avec pas grand-chose pour pas grand-chose. Moi, je suis pour ça, la diversité. Qu'il y ait plusieurs canaux, je suis pour ça. Mais la diversité, semble-t-il, n'est pas toujours la meilleure garantie de la qualité. Puis, par ailleurs, quand il y a des émissions intéressantes, du genre Tout le monde en parle, une émission que j'aime bien, il y a tellement de publicité que ça en vient complètement, je dirais, ça en vient presque absurde. Là. Il y a presque autant de publicité que d'émissions. Puis je vous dirais que quand les publicités commencent, là, je pense qu'on aurait le temps d'aller faire l'épicerie, puis de revenir, puis on serait rendu au prochain invité, on n'aurait rien manqué. Ça n'a pas d'allure. C'est ainsi que se termine notre émission. Je vous invite à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Et on aura une entrevue extrêmement intéressante avec Harold Duchesne, qui est un ancien animateur de la Semaine verte. Et on va parler des enjeux de l'agroalimentaire. Bonne semaine à tout le monde.